Les tournées de sensibilisation se poursuivent à travers le Togo. Le virus Ebola fait toujours des ravages dans la sous-région. Un sommet extraordinaire a réuni ce jour à Conakry les présidents du Libéria, de la Sierra Leone et de la Guinée. La faculté des sciences de l'université de Lomé organise des journées portes ouvertes. C'est pour créer un cadre de coopération avec le public et les entreprises. Cette activité intervient au lendemain de la célébration du 31 juillet, journée de la femme africaine, consacrée cette année au rôle de la femme et des filles dans l'éducation, les sciences et les technologies. Dans cette édition, le portrait d'une femme scientifique, le professeur Kissem Tchangayouala. Les Nana Benz encore honorés par un ouvrage, Nana Benz Parcours de vie, c'est le titre de l'œuvre dédicacée hier par Hélène Labité pour leur rendre hommage. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Avant de décortiquer ces titres, un détour à l'Assemblée nationale. Dama Dramani a reçu la visite de Benoît Calassar, c'est le directeur régional de l'UNFPA pour l'Afrique de l'Ouest. Les deux personnalités ont passé en revue l'état de la coopération entre le Togo et cette institution spécialisée de l'ONU. Rachel Aokou a recueilli les propos de Benoît Calassar à l'issue de l'entretien. Le gouvernement a pris des décisions, par exemple, sur les césariennes gratuites. Mais ces césariennes gratuites sont payées par quelqu'un. Donc les ressources sont décidées au niveau du Parlement. Si nous voulons mener un recensement général de la population, la contribution du gouvernement au budget du recensement qui coûte cher, les allocations sont décidées au Parlement. Donc voilà, c'est un allié important dont nous avons besoin, dont le pays a besoin. Nous avons vu aussi la mise en place d'un réseau de parlementaires africains pour population et développement. Cette structuration a été mise en place au niveau du pays. Les parlementaires se sont regroupés sur les intérêts qu'ils ont sur les questions de la promotion de la jeunesse, la promotion de l'égalité homme-femme, sur l'élimination des violences à l'égard du genre. Donc, pour nous, on ne peut pas passer dans le pays et ne pas venir dire merci et puis offrir, n'est-ce pas, nos services de continuer à renforcer les capacités des députés dans les matières et les thématiques dans lesquelles nous travaillons. Et aussi renouveler l'invitation au président de l'Assemblée nationale ainsi qu'au président de la République de pouvoir participer à l'Assemblée générale des Nations unies qui va avoir lieu en septembre. L'UNFPA est concerné par les questions de population. Certainement que les deux personnalités ont évoqué la situation qui prévaut dans la sous-région par rapport au virus Ebola. La maladie est actuellement hors contrôle. Elle sévit en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. Tous les pays de la région sont sur le qui-vive. Au Togo, des mesures préventives sont prises pour parer à toute éventualité, avec en amont une forte campagne de sensibilisation à travers le pays. C'était le cas ce matin à Tchévier, 35 km au nord-est de Lomé. Arnold Kiyou. La fièvre Ebola au cœur des préoccupations des autorités togolaises. Depuis le 20 juillet 2014, où un malade suspect en provenance de Morovia a transité par l'aéroport international Gnassingbé Yadema de Lomé et un autre faux cas suspect signalé à la gare routière d'Agualpédocan, le dispositif de riposte mis en place a été mis en alerte maximale. Cette situation a causé une psychose au sein de la population et pourtant le Togo n'est pas touché. La menace étant imminente, le chef de l'État a commandité une mission de sensibilisation pour impliquer davantage les populations dans la riposte contre toute éventualité. Au jour d'aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il y a 0 cas suspect d'Ebola au Togo. Mais nous maintenons la vigilance. C'est pour ça que la vigilance est accrue pour éviter qu'un éventuel cas suspect ne puisse entrer sur le territoire national. Toutes les personnes qui ont été invitées à cette réunion sont pour nous des acteurs dans la sensibilisation à la prévention et à la préparation à la riposte. Chacun à son niveau pourra transmettre les éléments qui permettent de reconnaître les modes de transmission de la maladie, les éléments qui permettent de reconnaître les premiers signes de la maladie, de sorte que ces informations puissent être portées jusqu'au niveau le plus reculé. C'est une réunion importante que je vais organiser pour porter l'information à la base. Nous avons les jeunes, les CDB, les femmes
toute ma population et nous allons nous organiser pour lutter contre ce genre de fléau. La population est donc invitée à observer des mesures de prévention et à redoubler de vigilance. La manipulation ou la consommation des animaux sauvages vivants ou morts est interdite et surtout les chauves-souris considérés comme les porteurs sains du virus Ebola. Les participants ont été informés sur la maladie, les signes cliniques et les mesures de prévention pour que chacun s'approprie tous les contours de cette maladie pour une vigilance plus accrue. Les équipes de sensibilisation sont donc disséminées dans toutes les régions du Togo. À Dapan, ville frontalière avec le Burkina voisin au nord, les populations ont également eu le message de prévention et de vigilance. Désiré Aloy. Il n'y a pas de maladie à virus Ebola au Togo. C'est en ce sens l'une des informations rassurantes tenues par le ministre Senfei Théopré, chef de la délégation du ministère de la Santé. C'est une sensibilisation communautaire pour les mesures préventives à adopter et des précautions à prendre en cas de détection de cas suspects. Globalement, étudier ensemble des dispositions à mettre en œuvre pour que ce virus ne traverse pas les frontières togolaises. Suite aux dernières évolutions de la propagation de la maladie à virus Ebola dans la sous-région ouest africaine, le chef de l'État a été très rapide et il a diligenté trois groupes de missions. La première pour la région des Savanes et de la Kara que je conduis, et la réunion que nous venons de tenir pour tenir nos populations en état de veille, pour leur donner des explications sur la manifestation de la maladie à virus Ebola, comment elle se manifeste et les dispositions pratiques, comment se comporter pour essayer d'éviter cette maladie. Donc, connaissez la préoccupation du chef de l'État pour ce qui concerne la santé des citoyens. Donc, c'est ce qui a motivé cette mission. Les populations sont appelées à s'engager collectivement dans la prévention de cette fièvre hémorragique à virus Ebola, maladie qui se transmet lors des manipulations ou consommations des viandes des animaux vivants ou morts contaminés, à savoir chauves-souris, agoutis, rats, simpangés et autres. Le virus Ebola se transmet par contact direct avec le malade à travers les liquides biologiques, à savoir le sang, le vomissement, les diarrhées. Alors, pour éviter d'avoir cette maladie, il faut des dispositions, il faut prendre des précautions avant de toucher ces malades. Et si vous touchez aux malades, vous devez laver la main. D'abord, le malade doit être évacué, envoyé dans un centre de santé ou bien dans un centre d'isolement pour être pris en charge. Donc vous devez vous empresser pour amener le malade dans ce centre-là. Il n'y a pas lieu de paniquer au jour où nous sommes. Comme le ministre l'a dit, aucun cas n'a été découvert dans le pays. Donc tout ce qu'il faut faire, il faut être vigilant. Les participants aguerris promettent de disséminer dans la population toute information concernant ce virus qui a déjà fait des morts en Guinée, au Libéria, en Sierra Leone et dernièrement un cas au Nigeria. Je pense qu'au retour chez moi à Saint-Cassé, je vais partager l'information avec mes camarades. Et puis le matériel dont on nous a parlé, que le matériel soit mis en place dans les jours à venir pour que lorsqu'il y a des cas suspects, nous puissions les prendre bien en charge. Un lot de kits de protection est remis à la direction régionale de la santé pour équiper la salle d'isolement déjà disponible au CHR de Dapan. En cas de besoin, appelez 111, un numéro vert. Je venais de le dire, la maladie fait actuellement des ravages en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. Déjà, plus de 700 morts en quelques mois. Les chefs d'État des trois pays se sont réunis d'urgence à Conakry pour prendre des mesures urgentes communes en vue d'organiser de façon concertée la riposte. Face à une épidémie d'Ebola toujours hors de contrôle, les rencontres régionales se multiplient. Après les ministres de la Santé jeudi, ce sont les présidents du Libéria, de la Guinée et de la Sierra Leone et la ministre de la Santé ivoirienne qui se sont réunis ce vendredi à Conakry. Également présente, la directrice de l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS vient justement d'annoncer une augmentation des ressources pour lutter contre l'épidémie.
Nous estimons qu'il faudra environ 100 millions de dollars pour financer le plan de réponse à Ebola. Ce plan dresse la liste de tout le personnel dont nous avons besoin pour répondre à l'épidémie, ce qui comprend des médecins, des infirmières, des logisticiens, des épidémiologistes et des experts en communication. Dernier bilan des victimes de la fièvre hémorragique, 1323 cas, dont 729 décès. Alors que la menace a longtemps été sous-évaluée, les mesures pour tenter de circonscrire l'épidémie se multiplient. Au Libéria, écoles et universités sont toutes fermées et ce vendredi 1er août était un jour chômé afin de désinfecter les bâtiments publics. De son côté, le président de la Sierra Leone a déclaré jeudi l'état d'urgence. Un nouveau centre de santé vient d'ouvrir ses portes à Laka, à l'ouest de Freetown, mais il faut encore recruter le personnel qui y travaillera aux côtés des membres de l'ONG Médecins sans frontières. La lutte contre cette épidémie demande beaucoup de personnel qualifié. C'est un véritable défi que nous devons relever. C'est aussi très difficile pour le personnel médical parce qu'ils ont déjà perdu beaucoup de leurs collègues. Parmi les mesures annoncées, l'escorte des travailleurs sanitaires par les forces de sécurité. Terrifiés par la maladie et les rumeurs qui l'accompagnent, les habitants des villages touchés rejettent parfois violemment le personnel médical accusé de propager le virus. Pourtant, même s'il n'existe aucun traitement contre Ebola, une prise en charge médicale rapide afin de traiter les symptômes de la fièvre hémorragique augmente les chances de survie des malades. À part les épidémies, les risques de catastrophes sont aussi d'autres menaces qui planent souvent sur les populations. Au Togo, c'est souvent les inondations qui surviennent. La plateforme nationale de lutte contre ces calamités a initié une série de formations à l'endroit des enseignants pour leur permettre de partager les notions préventives avec les élèves. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La vision Togo 2030 est un ambitieux idéal de développement auquel aspire le Togo. Ce programme compte diverses phases avec des diagnostics spécifiques qui ont tous pour dénominateur commun le développement du capital humain. Mais ce soir, ce qui nous intéresse, c'est l'aspect socio-culturel du projet qui consiste à faire un trait d'union entre le passé et le présent pour mieux penser le développement du pays. Ali Ourochichri, Charlotte Moussibi. De cette rencontre est de taille. Surmonter les obstacles socioculturels tels que les clivages, les divergences, les manipulations, le révisionnisme, c'est-à-dire apprendre du passé pour mieux construire l'avenir. Cette étape est une phase cruciale dans la réalisation de l'ambitieux projet Togo Vision 2030. Les travaux doivent amener à mieux comprendre les rapports individuels et la perception de tous de l'avenir. Les enjeux sont de déconstruire et de reconstruire le Togolais. Nous voulons savoir qui est le Togolais, quelle est son histoire, et nous voulons surtout savoir que veut le Togolais, quel Togo il veut pour demain. Quelles sont nos valeurs? En avons-nous? Nous en parlons beaucoup. Ce qu'il faut retenir, c'est que tout simplement, on n'est pas tout à fait à l'aise, on ne sait pas encore complètement qui on est, et la plus belle partie de l'histoire, c'est que nous pouvons et nous devons écrire notre histoire. Il s'agit de créer une conscience collective autour des valeurs togolaises afin de mutualiser toutes les énergies positives du pays dans un élan de solidarité et de pluralité. Les questions du vivre ensemble sont au cœur de l'émergence d'une nation. Et donc, les thèmes que nous abordons sont relatifs à l'histoire des Togolais, mais aussi à notre vécu quotidien. Comment nous articulons le vivre ensemble? Quelles sont les valeurs que nous partageons? Quels sont les éléments de clivage? Et surtout, comment est-ce que nous pouvons nous mettre ensemble pour assumer la transformation structurelle de notre pays? Les acteurs issus de la société civile, du monde culturel, des organisations non gouvernementales, bref de toutes les couches socio-culturelles, réfléchiront sur 4 thématiques à savoir participation citoyenne, jeunesse, éthique et valeurs, dimension et identité de la société togolaise, culture et religion, sport, art, spectacle, loisirs et médias, femmes et société. L'équipe Togo Vision 2030 se rendra dans les prochains jours dans les différentes régions du pays pour recueillir les aspirations des populations de l'intérieur afin de construire un Togo meilleur qui reflète les attentes de tous.
En vue d'impliquer la diaspora dans le développement du pays, le gouvernement togolais a initié depuis 4 ans d'importants projets, ce qui constitue des points d'attraction qui doivent amener les Togolais qui vivent à l'extérieur à vouloir investir dans leur pays. Nous allons en savoir plus à travers ces explications de Pierre Sousouko. Le programme Diaspora togolaise en passe de tenir toutes ses promesses. La récente mesure prise en faveur de cette partie de la population qui vit à l'extérieur du pays, c'est bien l'exemption du visa. Une mesure bien accueillie et appréciée par tous. J'étais agréablement surpris. Donc ça marche, il faut le dire. Moi je suis de ceux qui, quand ça ne marche pas, je râle. Et là, pour une fois, franchement, ça marche. Parce que pour vous, c'est peut-être 30 € qu'on allait payer à l'ambassade. C'est rien 30 €, mais symboliquement c'est capital pour nous, c'est important. Je rentre chez moi, je n'ai pas à payer pour rentrer chez moi. Voyez? Et le chemin a été parcouru depuis la date où, je me rappelle il y a quelques années, on me demandait de fournir une invitation pour qu'on me fasse le visa pour que je rentre chez moi. C'était pour moi une insulte. De là aujourd'hui, vraiment c'est un grand pas, et il faut le dire, ceux qui ont décidé ça, il faut leur dire que c'est bien. Et là, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. En 2005, on a créé ce qui n'a jamais existé au ministère des Affaires étrangères, la direction des Togolais de l'extérieur, qui a pour mission de bâtir une politique nationale migratoire du Togo et en même temps de s'occuper des Togolais de l'extérieur. En 2010, il a été mis en place un programme au niveau de la primature, un programme appelé Initiative pour le recours aux compétences et autres ressources de la diaspora. Le projet a 4 composantes. Le premier volet, c'est l'acquisition des compétences pour le renforcement des capacités pour l'administration togolaise. Donc tous les ministères qui ont des gaps au niveau des compétences, des capacités, peuvent demander au programme de leur trouver ces gens-là. Si on n'en a pas au Togo, de les trouver dans la diaspora. Le deuxième volet, c'est la diaspora scientifique. Trouver des professeurs d'université pour combler le manque de professeurs qu'il y a au niveau de l'université de Lomé ou de Kara. La promotion des transferts de compétences, de savoir-faire et autres ressources de la diaspora togolaise constitue un vaste programme piloté depuis 2010. Il y a bientôt 4 ans, Antoine était encore membre de la diaspora. Aujourd'hui, grâce au programme Diaspora, il est revenu au pays et depuis, c'est lui, le coordinateur du dit programme. Sa mission, mobiliser et motiver les Togolais de la diaspora à investir dans le développement du pays. Et les résultats sont bien là. À travers les 3 ou 4 volets du programme, et surtout le volet qui concerne l'acquisition des compétences pour le renforcement des capacités, nos compatriotes se sont vraiment impliqués dans ce volet. Et à travers les retours au niveau de l'enseignement, au niveau de la santé, au niveau même d'un certain nombre d'expertises qui venaient en appui à l'administration togolaise. Et les enrichissements aussi se font au niveau des associations et des ONG en matière de développement local. Selon la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, 187 milliards de francs CFA ont été transférés en 2013 par la diaspora togolaise. L'assainissement du climat des affaires avec la création du guichet unique, le nouveau code d'investissement, la réorganisation de la zone franche et l'exemption du visa. C'est à croire que la voie est balisée pour plus de contributions de la diaspora togolaise au PIB national. Et au ministère du Commerce, chaque fois on innove pour attirer plus les investisseurs, encourager les entrepreneurs nationaux afin de booster le développement de l'économie. C'est en ce sens que vient d'être publié le guide de l'exportateur, un document qui sert de repère pour les échanges commerciaux entre le Togo et l'extérieur. Firmin Adjinari. Pour faciliter et encourager les activités commerciales, le gouvernement togolais, après toute une série de réformes dans le secteur commercial, vient de lancer l'exploitation et la vulgarisation du guide de l'exportateur du Togo. Les autorités affichent ainsi leur engagement à s'inscrire dans la dynamique des exigences de l'Organisation mondiale du commerce et des institutions sous-régionales, la CEDEAO et l'UEMOA. Cette harmonisation de la législation va donc permettre au Togo
de disposer d'un cadre juridique en la matière. Les opérateurs économiques qui ont envie d'exporter des produits affrontent des obstacles. Et c'est pour cela que le guide de l'exportateur a été mis en place pour informer les opérateurs économiques sur les dispositions à prendre depuis la recherche des marchés jusqu'à l'exportation du produit. Donc dans ce guide, vous trouverez les conditions dans lesquelles on peut exporter un produit suivant les marchés, donc suivant les pays importateurs. Cet outil va donc favoriser la croissance économique et le développement durable. Notre pays a harmonisé son cadre juridique et s'est doté des règles opérationnelles en matière d'exportation des produits. La réglementation existante comporte suffisamment de dispositions techniques et des procédures assurent dans l'exportation ou la réexportation à partir du Togo. Le Togo est résolument engagé dans une dynamique de promotion de l'exportation telle qu'énoncée dans la SCAP et la politique nationale de développement du commerce. Ce manuel intervient dans le programme d'activité du cadre intégré renforcé et va offrir des opportunités d'affaires en matière commerciale. Une approche appelée à contribuer à la réduction de la pauvreté au Togo. Pour maintenir les routes en bon état, l'UEMOA a adopté en 2005 le règlement 14 relatif à l'harmonisation des normes et des procédures du contrôle de gabarit et de la charge à l'essieu des gros porteurs. Ce règlement est donc entré en application ce 1er août dans tous les pays membres de l'Union, y compris le Ghana. Carmen Madjiakapo. Un passage sur un pèse-essieu et le tour est joué. Le poids de chaque essieu de ce camion est connu et son gabarit contrôlé. L'agent du poste de pesage vérifie alors toutes les références du véhicule pour les transmettre aux autres postes que traversera ce gros porteur jusqu'à sa dernière destination. Eh bien, c'est le règlement numéro 14 de l'UEMOA relatif à l'harmonisation des normes et des procédures de contrôle de gabarit et de charge à l'essieu qui entre ainsi en vigueur dans l'espace communautaire. Cela va consister à interpeller les transporteurs sur la façon de charger leur véhicule, sur le choix du camion à faire par rapport à un type de chargement bien précis et surtout la répartition de cette marchandise-là sur l'ensemble des essieux du véhicule. Le seuil fixé par l'UEMOA pour la charge d'un titan est de 51 tonnes avec 4,5 mètres de hauteur. Fini donc les surcharges de camions qui occasionnent les accidents et dégradent les infrastructures routières. Chaque véhicule qui partira du port autonome de Lomé devra désormais être dans les normes au risque de retourner au point de départ pour se faire délester. Le plan régional de l'UEMOA comporte 3 postes de contrôle. Au point de chargement, au PCJ, 5AC et puis à la destination. Donc c'est 3 points. Si vous faites un autre chargement ou bien déchargement, vous êtes en infraction. Toutes les dispositions sont prises et des sanctions sont appliquées à quiconque va enfreindre à la loi. Il y a le délaissage et puis les amendes. Les amendes sont quoi? C'est les surcharges, les tonnes surchargées. En plus. Par exemple, à l'interne, c'est 20 000 francs par tonne de surcharge. À l'international, c'est 60 000 francs. Il y a le délaissage, on vous ramène sur le site. La mise en œuvre de cette feuille de route adoptée en 2005 par l'UEMOA va permettre aux États membres de l'Union de sauver leur patrimoine routier, vecteur du développement économique de tout pays. Journée portes ouvertes à la faculté des sciences de l'Université de Lomé. Le laboratoire de physique des composants à semi-conducteurs ambitionne par cette activité de redynamiser son partenariat avec les entreprises. Ramdan Bassina. La richesse scientifique et l'innovation dans le développement d'un pays sont capitales, mais force est de constater que les richesses de certaines structures passent inaperçues malgré l'excellence de leurs travaux. Le laboratoire de physique des composants à semi-conducteurs de l'Université de Lomé veut rehausser sa visibilité à travers ces journées scientifiques qu'il organise. Des journées portes ouvertes placées sous le thème « La contribution de la recherche pour un développement au Togo ». Le premier objectif visé est de créer un cadre de partage et d'échange entre les structures de l'université.
Le second objectif, c'est de faire connaître le laboratoire et les résultats qui sont obtenus depuis un certain nombre d'années. De plus en plus maintenant, on sait qu'on s'achemine vers la pénurie de l'énergie. C'est-à-dire que dans 40 ans, il n'y aura plus du pétrole. Et donc, il appartient à tout pays de pouvoir trouver des sources alternatives. Et comme source alternative, notre projet d'élaboration de cellules solaires à base de nanomatériaux s'inscrit bien dans cette logique. L'accent cette année est mis sur les nouvelles approches expérimentales et théoriques pour l'amélioration de l'efficacité des cellules solaires. Pour atteindre cet objectif, ce laboratoire de l'Université de Lomé bénéficie du soutien de l'Agence universitaire de la francophonie, initiatrice du projet. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gouvernants ne sont pas informés, certainement, même s'ils ont l'information, à quel degré. Il nous appartient maintenant, à nous, en tant que structure de recherche, de les aborder, de leur dire, ah, attention, dans 5 ans, dans 10 ans, voilà le problème qu'il aura, et de manière qu'ils puissent prendre donc des mesures idoines. Le transfert et l'échange des connaissances scientifiques entre chercheurs, la promotion des énergies propres devrait à terme pallier le déficit énergétique. La journée de la femme africaine célébrée hier était consacrée à la présence des filles et des femmes dans les sciences et les technologies, un domaine jusque-là peu accessible aux femmes africaines. Certaines ont pu quand même émerger. Ce soir, nous nous intéressons au professeur Louise Kissemtchanga-Iwala, première femme dermatologue du Togo. C'est à travers ce portrait que nous dresse Adolphe Paka. Elle ne passe pas inaperçue dans son quartier et cette bonne humeur est l'un des traits atypiques de Kissemtchanga-Iwala, une femme de caractère qui a su forger son destin et se donner une personnalité au sein de sa communauté familiale et professionnelle. Professeure titulaire et commandeur des palmes académiques à la retraite, elle a percé dans les filières scientifiques pour se faire aujourd'hui un nom, la mère de la dermatologie togolaise. C'est en seconde qu'on est orienté dans les séries C, série D, série A. J'étais bien dans les 2 domaines, mais beaucoup plus dans les domaines scientifiques. En 1969, elle obtient son baccalauréat série D. À la croisée des chemins entre plusieurs options, elle devait faire un choix optimal, surtout conforme à son vœu le plus cher. On m'avait accordé une bourse pour faire les sciences économiques, mais je tenais absolument à faire la médecine. Et comme par hasard et par chance, il y avait un étudiant qui perdait sa bourse à Dakar. Et c'est ainsi que j'ai pu bénéficier. La médecine, c'était à l'extérieur. Il n'y avait pas la fac de médecine au Togo en 69 quand j'ai eu mon bac. Avec cette bourse, j'ai pu rejoindre les autres à Dakar avec 1 mois de retard à la faculté mixte de médecine et pharmacie. 1970 à 1969, elle fit sa formation en médecine générale et se spécialisa ensuite en dermatologie. Ça n'a pas été du tout facile parce que j'avais les enfants, j'avais les examens pour la médecine générale. Je n'avais pas clos ma médecine générale. À la fin des examens de 5e année, je passais en 6e et j'ai eu le premier bébé qui est né juste 3 jours après les examens de 5e année. Louise Kissemtchanga-Iwala s'est alors battue toute sa vie. Enseignante-chercheuse depuis 1980 à l'Université du Bénin, aujourd'hui Université de Lomé, elle obtient l'agrégation en 1986 et devient professeure titulaire en 1996. Mais au-delà de sa carrière scientifique, Kissem Louise est avant tout une femme de foyer. Un parcours difficile mais pas impossible. Ce n'est pas facile, ce n'est pas facile. Des fois, on a l'impression qu'on ne se donne pas assez au foyer. Des fois, on a l'impression qu'on ne se donne pas assez au travail, à la profession. J'étais aussi engagée un peu politiquement et dans les associations. Tous les jours, on se demande si on est vraiment satisfait, mais on a toujours envie, cette envie de donner plus, de donner mieux. Il faut se dire qu'il y a toujours une limite dans les souffrances. On souffre maintenant, mais c'est pour un objectif. Et quand l'objectif sera atteint, on sera heureux. Louise Heureuse jouit d'une retraite bien garnie et remplie de repères. Ordre du Mono en 1988, Ordre des Palmes académiques en 2010, membre de plusieurs laboratoires scientifiques en Europe et en Amérique, Kissemtchanga-Iwala, c'est toute une référence, avec une carrière exemplaire qui, malgré le temps, a toujours de la matière à revendre
surtout à l'endroit des jeunes. Je pense donc éduquer ma fille, qu'elle puisse ressembler Madame Tchangay un jour. Nous vous présenterons éventuellement d'autres portraits de femmes scientifiques dans les jours à venir, notamment celui du professeur Isabelle Glito, doyen honoraire de la faculté des sciences de l'Université de Lomé, prix scientifique Kwame Nkrumah 2013. Vous suivrez d'ailleurs après cette édition un documentaire sur la question de la place des femmes dans les sciences et technologies au Togo. Vers un plan directeur de développement et d'aménagement touristique au Togo, les différents acteurs étudient depuis ce matin les données soumises à leur appréciation. L'adoption de cet outil sera prépondérant dans la redynamisation du secteur touristique au Togo. Adolphe Paka. Le gouvernement togolais marque aujourd'hui son engagement à disposer d'un document pour la planification des activités touristiques. Un engagement qui porte les bases de la relance de ce secteur au Togo, et ce à travers l'adoption du plan directeur de développement et d'aménagement touristique. Tous les secteurs aujourd'hui disposent des politiques nationales, donc le secteur du tourisme, qui est un secteur économique très important, s'est mis donc dans cette logique pour pouvoir disposer donc de cet outil de programmation pour pouvoir orienter les actions des intervenants. Pour en arriver là, il a fallu des travaux préparatoires lancés en août 2013 et une étude de terrain sur le potentiel touristique dont regorge le Togo. Le Togo dispose de potentialités importantes, de potentialités variées qui peuvent être transformées en produits touristiques, parce qu'il ne suffit pas d'avoir des potentialités si on ne peut pas les mettre sur le marché et si on ne peut pas les vendre à des clients. Nous avons donc mis l'accent sur ces aspects positifs, mais aussi sur quelques aspects négatifs qui font qu'il y a un certain nombre de difficultés à surmonter. L'importance du tourisme dans le développement n'est plus à démontrer. Il est non seulement vecteur d'emploi et de croissance, mais aussi il favorise la découverte des peuples et rend vital le patrimoine et la biodiversité. Les chiffres que l'OMT publie, ils montrent qu'il y a une augmentation de 5% en termes d'arrivée touristique sur l'Afrique. Et maintenant, ça va augmenter et on va passer au chiffre de 34 à 150 milliards en 2030. Et la potentialité qui existe en Afrique est vraiment importante. Un nouveau départ donc pour le Togo. Engagé dans l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement, le gouvernement togolais compte aussi sur l'apport du tourisme dans la mise en œuvre de la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi. Le département en charge du tourisme dans cette démarche a bénéficié de l'appui technique et financier du Programme des Nations Unies pour le développement et de l'Organisation mondiale du tourisme. Une nouvelle formation sur le chiquier politique togolais, il est baptisé Parti des Togolais. Le congrès constitutif a commencé ce vendredi. Pierre Soukboyi était, voici son récit. Premier congrès du Parti des Togolais, un rendez-vous de réflexion et de proposition pour un Togo émergent, selon les aspirations des membres fondateurs du parti. Des délégués venus de toutes les préfectures du Togo ont été d'abord entretenus sur la situation économique du pays qui se trouve être en nette amélioration. La question des droits de l'homme a fait également objet de communication. 2 jours donc pour les congressistes pour s'approprier les fondamentaux de leur parti. Nous voulons asseoir de manière légale toutes les instances de notre parti. Donc nous devons faire dans notre premier congrès ce que nous faisons aujourd'hui. Nous devons adopter de manière collégiale les textes de notre parti, notre règlement intérieur, nos statuts. À quelques mois de la présidentielle, le Parti des Togolais affiche déjà ses ambitions. Les besoins des Togolais sont énormes. Et ce n'est pas le travail d'une personne, d'un seul parti ou d'un individu. C'est un travail pour l'ensemble des Togolais. C'est pour ça que le parti s'appelle Parti des Togolais, pour qu'on converge ensemble, pour qu'on fédère nos efforts et pour qu'on atteigne les objectifs de santé, d'éducation, de logement. Un concert de musique prévu sur le stade de Kégué ce samedi
va sanctionner les travaux de ce premier congrès ordinaire du Parti des Togolais. Conseil au cours duquel celui qui portera les couleurs du parti à la prochaine échéance électorale sera publiquement connu. Malgré le poids des années, leur trace reste indélébile dans l'histoire du Togo. Nana Benz parcours de vie, c'est le titre d'un ouvrage dédicacé hier à Lomé par l'auteur Dalé Hélène Labité pour leur rendre hommage. Pierre Sousoupo. Nana Benz, un terme générique qui a longtemps désigné ces femmes togolaises, vaillantes et laborieuses, qui ont fait fortune dans la vente des tissus à travers l'Afrique de l'Ouest. Dalé Hélène Labité, fascinée par ces femmes d'affaires remarquables, a consacré ses plumes à leur hommage. Nana Benz, parcours de vie, un ouvrage officiellement porté à la connaissance du public à l'occasion de la journée de la femme africaine. Comme le titre dit, c'est des parcours de vie. Et j'ai voulu montrer que derrière ces commerçantes et revendeuses, il y avait des femmes, des mères, des épouses qui ont su concilier leur vie de famille avec leur activité économique, commerciale. Et j'ai souhaité également montrer comment ces femmes-là ont fait de Lomé la capitale du pain. C'est un livre réminiscence où des souvenirs d'enfance se mêlent à l'émerveillement, loin d'être une œuvre scientifique, encore moins un ouvrage d'histoire. Pour le monde littéraire, le produit reste original. Le livre est tellement fondateur que ça va inaugurer des pistes de recherche à nos étudiants à l'université et qui verront le phénomène Nana Benz autrement, de façon, le côté folklorique va être de côté, pour voir également le côté scientifique du phénomène et ce qu'il faut en tirer. Et ça permet de revoir l'histoire culturelle, l'histoire politique, l'histoire économique et l'histoire socio-culturelle du Togo. Je trouve qu'à le Conseil, nous avions à cœur de mettre en valeur les femmes valeureuses, celles qui ont contribué à l'essor de ce pays. Et les Nana Benz en font largement partie. Dalé Hélène Labité a fait donc un zoom sur 28 Nana Benz, dont 4 sont encore en vie. L'universitaire a montré ces femmes telles qu'elles étaient, avec leurs forces et leurs faiblesses. Et pour s'approprier le parcours légendaire de ces femmes, des lecteurs ont pu repartir chacun avec un ouvrage. Conformément à son communiqué en date du 24 juin 2014, le président de l'Assemblée nationale informe les partis politiques et les organisations de la société civile intéressées que le délai de dépôt à son secrétariat des candidatures à la CENI est prorogé jusqu'au vendredi 8 août 2014 à 17h. Merci de votre aimable attention. Les tournées de sensibilisation se poursuivent à travers le Togo. Le virus Ebola fait toujours des ravages dans la sous-région. Un sommet extraordinaire a réuni ce jour à Conakry les présidents du Libéria, de la Sierra Leone et de la Guinée. La faculté des sciences de l'université de Lomé organise des journées portes ouvertes. C'est pour créer un cadre de coopération avec le public et les entreprises. Cette activité intervient au lendemain de la célébration du 31 juillet, journée de la femme africaine, consacrée cette année au rôle de la femme et des filles dans l'éducation, les sciences et les technologies. Dans cette édition, le portrait d'une femme scientifique, le professeur Kissem Tchangaiwala. Les Nana Benz encore honorés par un ouvrage, Nana Benz parcours de vie. C'est le titre de l'œuvre dédicacée hier par Hélène Labité pour leur rendre hommage.